Historiographie de l'histoire des femmes. Grand 1, une démarche militante. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Par ces paroles a priori incongrues car contraires à la réalité, le chant des femmes, hymne de la deuxième vague féministe de la décennie 1970, clame la colère de celles-ci d'avoir été privées de leur mémoire évincée du récit historique. Écrite par et pour des hommes centrés jusqu'au mi-temps du XXe siècle sur le plan de la politique, dominée par le fait de grands hommes, la science historique applique une grille de lecture unisexuée, ne frôlant que quelques femmes dites célèbres. Ces échappées de la quarantaine historiographique en disent moins sur l'histoire de toutes que sur l'appréhension négative du féminin, véhiculée par les livres d'histoire et les manuels scolaires. Voici Cléopâtre, réduit à son nez, qui, plus court, eût changé la face du monde. Aliénor d'Aquitaine, dont la progéniture domine l'Europe. Jeanne d'Arc, que sa virginité autorise à entendre la parole divine et à intervenir dans le champ de la guerre royale. Figure exceptionnelle, mais peu valorisante ou clairement négative, sont Catherine de Médicis, couverte du sang du massacre de la Saint-Barthélemy, Marie-Antoinette, noircie de sa traîtrise de louve autrichienne, voire de la turpitude d'une mère incestueuse, Charlotte Corday, cruelle meurtrière de Marat. Pas un mot sur l'action révolutionnaire de femmes d'antan, ni même sur le rôle, à peine quelques décennies plus tôt, dans l'armée des ombres. Ces pages vierges de présence féminine privent les filles de toute projection identitaire, rendent des apprenties historiennes songeuses face aux allégories féminines sur les murs de la Sorbonne, plongent dans le désarroi de jeunes chercheurs féminins attirés par la nouvelle histoire qui croise le féminin mais ne l'inscrit que dans la froide statistique des taux démographiques. En s'intéressant au peuple, elle ne découvre que les jacqueries masculines, les révolutionnaires asexués, dont masculins, pour être précis, des tricoteuses, qui tricotent à l'Assemblée, et de qualifier sans vergogne le suffrage universel quand il ne le devient qu'en 1944. Selon Robert Mandrou, 1921-1984, Seul Robert Mandrou déroge à la règle grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin, lequel, de ce fait, disparaît en arrachant les sorcières du registre du conte pour renaître leur rôle dans l'histoire populaire. Le mot très poétique d'Arlette Farge se souvient de ces temps-là, celui d'un avant de l'histoire des femmes. Je suis de quelque part, et pourtant je ne peux me reconnaître. Le miroir de l'histoire ne renvoie pas mon visage, mais reflète le sien, celui de l'autre masculin. Non mémorisée, la femme reste blanche comme l'oubli. Son histoire n'a jamais été écrite qu'à l'encre incolore, et personne n'a jamais cherché vraiment le révélateur. Mais en cette année 1979, les regrets de la moderniste s'étendent aussi à la non-reconnaissance d'une histoire des femmes balbutiante. Elle les partage avec d'autres pionnières, Christiane Dufranc-Cattel, Christine Fauré, Geneviève Fraisse, Michel Perrault, Elisabeth Salvarezzi, Pascal Werner. Donc, elle les partage avec d'autres pionnières dans un livre pertinemment intitulé « L'histoire sans qualité » au pluriel, 1979, allusion à la minorisation des femmes en tant qu'actrices de l'histoire et à la disqualification des travaux d'historiennes. Celle-ci apporte alors une réponse positive à l'interrogation. Les femmes ont-elles une histoire ? À l'automne 1973, se doute Tao de Michel Perrault, historienne du social et, selon ses propres mots, militante féministe de base. En effet, en un imprévisible effet MLF, elle saisit par son propre mutisme sur les femmes, elle décide avec ses collègues de Paris 7, Fabienne Bock et Pauline Schmitt, de faire de cette question l'intitulé d'un cours, sans du reste pouvoir présager de la réponse. Ainsi naît l'histoire des femmes. Reste alors à la faire connaître et reconnaître. Pour ce, dans la décennie 1970, des historiennes patentées pratiquent l'entrisme, utilisant leur statut pour inscrire le thème dans les programmes et lancer des travaux, créant ainsi un champ de recherche national. Yvonne Knibielher, Knibielher, à Aix-en-Provence, Roland Trampé à Toulouse, entre autres. Des chercheuses diplômées, souvent en quête de poste, multiplient les articles et persévèrent à forcer les portes des facultés et des laboratoires par la tenue de séminaires, groupes en histoire des femmes réunis à l'école des hautes études, et de groupes informels, le plus souvent non mixtes.
Groupe d'études féminines, GEF, à Jussieu, Centre d'études féminines à l'Université de Provence, CEFUP, Centre lyonnais d'études féministes, CLEF, clé, Groupe de recherche interdisciplinaire d'études des femmes, GRIEF, à Toulouse. Des thésardes s'obstinent à traiter de sujets improbables, situés, qui plus est, dans les en marge de cette histoire. Par exemple, le lesbianisme, la folie, la délinquance, etc. Scandalisant le conservatisme universitaire, mais les professeurs féministes leur font, elles, la courte échelle. Se dessine ainsi une configuration inédite, propre aux premières années de l'histoire des femmes, à savoir la complète identification entre la femme, la militante, la chercheuse et son objet. Elle conduit certaines, des années plus tard, à se remettre en scène, devançant le souhait de Françoise Thébaud, T-H-E, accent aigu, B-A-U-D. Donc, je répète la phrase. Elle conduit certaines. Se dessine ainsi une configuration inédite, propre aux premières années de l'histoire des femmes, à savoir la complète identification entre la femme, la militante, la chercheuse et son objet. Elle conduit certaines, des années plus tard, à se mettre en scène, devançant le souhait de Françoise Thébaud de disposer d'une thèse d'histoire culturelle sur le phénomène de l'histoire des femmes, une histoire des conditions intellectuelles et sociales de l'émergence des réseaux de promotion. Entre parenthèses, le titre c'est Écrire l'histoire des femmes de 1998. Françoise Pic, P-I-C-K, se souvient en 1993 des années mouvement et illustre la couverture de son livre d'une photographie de féministes au milieu desquelles elle se trouve. Antoinette Fouque, F-O-U-K-U-E, introduit son mémoire d'habilitation à diriger des recherches, HDR, intitulé De la libération des femmes à la démocratisation, expérience, recherche et création. Par cette affirmation, bien polémique, le mouvement de libération des femmes, MLF, a été fondé en 1968 par 3 femmes, Josiane Chanel, Monique Wittig et moi-même. Certes, fin de la citation. Certes, il est des historiens qui se penchent sur des événements dont ils furent les acteurs. Benjamin Stora se décrit en 2003 son itinéraire emblématique de celui des militants de la dernière génération d'octobre, mais il n'établit aucun lien entre son engagement trotskiste d'alors et la construction de sa masculinité, malgré du reste l'évident virilisme de l'extrême gauche. Le chemin qui le conduit à être l'historien majeur de l'Algérie s'enracine dans le pays de son enfance, non dans son identité sexuée, comme ce fut le cas pour les pionnières de l'histoire des femmes. Alors, m'autorisant moi aussi à glisser ici du nous au je, j'ose écrire que je suis de celles qui sont devenues femmes, féministes et historiennes dans un enchevêtrement inextricable, c'est l'auteur qui parle. C'est dans cette pelote de fils mêlés que naît mon travail, que s'ancre mon parcours. De ce motif provient la figure que l'on pourrait nommer sans élégance l'historienne militante féministe de l'histoire des femmes. Elle permit à ses détracteurs de prétendre que ses recherches étaient féministes, entendez sans objectivité ni fondement scientifique, mais aussi et surtout de justifier du manque de subventions et de postes, de contraindre à la semi-clandestinité des séminaires et des travaux, indispensable condition pour lui permettre de grandir. Ne pas renoncer tenait de la persévérance de Pénélope. Ainsi est baptisée la première revue sur le sujet, en 13 numéros thématiques, chacun dirigé par une seule personne. Elle œuvre de 1979 à 1985 pour l'histoire des femmes, comme l'annonce son sous-titre. Deuxième point, de l'histoire des femmes à l'histoire du genre. Les avancées de l'histoire des femmes dans le champ historiographique se lisent aisément dans les intitulés de colloques sur un peu plus de 10 ans. En 1984, à l'initiative d'Alain Père, animateur de rencontres de Saint-Maximin, historienne mais aussi historien ne se demande plus si les femmes ont une histoire, interpellant la communauté des chercheurs, d'une histoire des femmes est-elle possible ? Celle donc d'une catégorie de sexe confrontée par ailleurs au difficile recueillement des sources. En 1997, celui de Rouen clôt avec humour ce questionnement en affirmant « Une histoire sans les femmes n'est plus possible ». D'autres moments forts ont entre-temps jalonné l'histoire de l'histoire des femmes. Elle entame avec l'arrivée de la gauche au pouvoir un processus d'institutionnalisation. En 1982 se tient à Toulouse le premier colloque Femmes, féminisme et recherche. L'année suivante, le CNRS consacre une action thématique programmatique
aux recherches sur les femmes et recherches féministes. L'université crée 3 postes faits sur l'histoire de la condition féminine, avancée timide mais non moins décisive. En acceptant en 1986 un essai historiographique du groupe en histoire des femmes, Cécile Dauphin, Arlette Farge, Geneviève Fraisse, Christine Clapis-Zabert, Rose-Marie Lagrave, Michel Perrault, Pierrette Pézera, Yannick Ripa, Pauline Schmitt-Pantel, Daniel Vollmann, je répète la phrase, en acceptant en 1986 un essai historiographique du groupe en histoire des femmes intitulé Culture et pouvoir des femmes, la prestigieuse revue Annales, Économie, Société et Civilisation fait entrer l'histoire des femmes dans la cour des grands. L'article fait d'autant plus grand bruit qu'il ne se contente pas de pointer les acquis de ce nouveau champ de recherche, il en montre aussi les faiblesses. Les prédilections par l'étude du corps, de la sexualité et de sujets proches de la prétendue nature féminine, la prégnance de la dialectique, de la domination et de l'oppression, qui tourne à l'énoncé tautologique et encourt le risque de victimiser systématiquement les femmes. Par ailleurs, il note l'irruption du masculin dans ce champ. Les années héroïques s'éloignent et avec elles leur militantisme. À preuve, c'est à l'initiative de Joël Cornette qui publie en 1999 le premier manuel en histoire des femmes. Alors Yannick Ripa, Les femmes actrices de l'histoire 1989-1945. Néanmoins, contrairement aux pays anglo-saxons où s'épanouissent les Women's Studies, les réticences persistent malgré la multiplication des richesses et la richesse des recherches et des publications et l'immense succès des 5 volumes de l'histoire des femmes en Occident sous la direction de Georges Duby et Michel Perrault, 1990-1992. Ce paradoxe est à l'origine de la création en 1995 de la revue Histoire, Femmes et Société. De la revue Clio, Histoire, Femmes et Société, 1995. Peut-être explique-t-il aussi, du moins en partie, le retard français à adopter le genre, à la fois concept et catégorie d'analyse, pourtant connu de la communauté historienne, depuis la traduction. Attendez, pause. Depuis la traduction. En 1986, de l'article phare de l'états-unienne Joanne Scott, Gender, a useful category of historical analysis. Le gender nomme une histoire relationnelle des sexes dont la nécessité avait été pourtant rapidement posée en France sans être utilisée. Ce terme est affirmé dès l'introduction à l'histoire des femmes. Cette histoire se veut, précise Duby et Perrault, celle du rapport des sexes plus que des femmes. C'est sans doute cela le nœud du problème et qui définit l'altérité et l'identité féminine. C'est ainsi est relue la domination masculine, variable dans ses modalités, d'abord employée en anglais. Le gender fait débat sur son sens et sa portée heuristique. Il désigne d'abord la construction culturelle de la différence des sexes, libérant ceux-ci de leur dimension biologique, puis en vient à définir la construction du féminin et du masculin, mot qui remplace homme et femme, insiste sur les impositions et assignations de sexe, dites désormais de genre. Cette acceptation est proche du fameux « on ne naît pas femme, on le devient beauvoirien ». Beauvoirien. Sa déclinaison au masculin produit des travaux innovants. Exemple, Anne-Marie Sonn, S-O-H-N, soit Homme, la construction de la masculinité au XIXe siècle, ouvrage de 2009, aux éditions Alain Corbin. Ou encore, Jean Courtine, Georges Vigarello, directeur de l'ouvrage Histoire de la virilité en 3 volumes, en 2011. En 2013, les travaux d'un colloque, en écho à celui de Rouen, sont publiés sous le titre « Une histoire sans les hommes est-elle possible? Genre et masculinité ». C'est dirigé par Anne-Marie Sonn, toujours. Mais le genre n'est pas un objet isolé de la recherche en tant que catégorie d'analyse. Il interprète l'ensemble de la discipline historique en s'intégrant dans sa grille d'analyse. Ainsi est interrogé le genre de la justice et de la citoyenneté et de la violence, de la ville, et sont revisités des domaines au, je cite, prisme du genre, je cite encore au regard du genre, avant que l'adjectif ne vienne exprimer le souhait d'une histoire genrée.
Cours, séminaires, laboratoires de recherche, cursus se rebaptise, à l'instar des Gender Studies, fondé en 1974 par Hélène Cixous, C-I-X-O-U-S, le Centre d'études féminines de l'Université de Paris 8 s'enrichit d'un et d'études du genre. D'un et études du genre. Et études du genre entre guillemets. En 2007, Françoise Thébault réédite Écrire l'histoire des femmes en y ajoutant et du genre. En 2000, l'association Mnemosyne, M-N-E-M-O-S-Y-N-E, donc en 2000, l'association Mnemosyne se définit comme une association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, mais sa revue en ligne se nomme Genre et Histoire. Quant à la revue Clio, 13 ans après sa rédaction, elle devient Clio, Femmes, Genre, Histoire. Les rares postes en histoire des femmes disparaissent, eux, pour mettre en valeur l'axe genre. Cette implantation du genre résiste aux tentations de discréditation éminemment politique. Donc, je répète, cette implantation du genre résiste aux tentations de discréditation éminemment politique. Ses ennemis dénoncent la théorie du genre, or l'outil du genre n'est pas une théorie au sens dogmatique et idéologique que ses contempteurs lui supposent, mais une approche scientifique qui s'appuie sur des apports théoriques dans des champs de connaissances variés. Exemple, Laurie Laufer et Florence Rochefort, directrice de l'ouvrage Qu'est-ce que le genre 2014. Cette extension tentaculaire du genre, au risque relevé ici en introduction d'un certain effacement des femmes, dépasse largement les frontières des sciences humaines et sociales. Au milieu des années 1990, l'Union européenne adopte la stratégie du gender mainstreaming. Le groupe de spécialistes pour une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l'Europe la définit comme la réorganisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de décision aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place de politiques. Alors, fin de la première partie. Prochaine partie, grand 2, une incessante quête de sources.